Bonjour. Bon, la dernière fois en chroniquant le TIE SK Striker, j'avais avancé que je ne reviendrais sur les vaisseaux V1 ressortis en V2 que dans la mesure où je les connaissais un minimum, pour les avoir joués surtout ou éventuellement affrontés. Ceci parce que ces vaisseaux ont une histoire, ce qui les distingue des nouvelles sorties pour lesquelles je n'ai pas trop de scrupules à spéculer, parce qu'après tout, c'est ce que de toute façon tout le monde fait les concernant. Mais cela m'ennuyait un peu, j'ai fini par me dire qu'avec le caveat approprié, comme disent les anglo-saxons qui latinisent, il serait peut-être souhaitable de tenter malgré tout de dire quelques mots de ces vaisseaux V1 que je n'ai pas vraiment pratiqués et a fortiori joués. Un peu de contenu supplémentaire, une porte ouverte, des échanges que j'espère constructifs. Et donc aujourd'hui le chasseur de tête Z95 AF4, histoire de commencer par du pas facile. C'est que ce vaisseau, disponible dans deux factions, l'Alliance Rebelle d'une part et les Racailles et Scélérats d'autre part, je ne l'ai vu sur un tapis qu'une seule fois, sauf erreur, dans son avatar Scum, et sauf erreur, le pilote nommé Kato Leachos. Autrement, que dalle pour les deux factions. Il faut dire que ce petit vaisseau, pas fou mais pas cher, a peut-être une place un peu ambiguë dans les listes rebelles et racailles, ou qu'il n'a pas grand-chose pour lui, disons. Ceci, je vais essayer d'y revenir en détail dans cette chronique, mais souvenez-vous, de ma part, cela reste très spéculatif. Si vous avez des expériences intéressantes et tant qu'à faire contradictoires avec ce petit vaisseau, n'hésitez surtout pas à en faire part et à me reprendre. Et une chose d'emblée, la présente extension V2 porte sur l'avatar Rakai du vaisseau. La figurine arbore les couleurs du soleil noir, le cadran est scum, les cadres de pilote surtout ne portent que sur les pilotes Rakai. À cette heure, le matériel rebelle pour ce vaisseau ne figure toujours que dans le kit de conversion approprié. C'est en somme la situation inverse que pour le Y-Wing BTLA-4, vaisseau partagé par les deux mêmes factions, mais dont l'extension V2 ne porte que sur la version rebelle. Dans cette chronique, je vais donc à mon habitude me focaliser essentiellement sur le contenu exact de cette extension, mais il y a de quoi dire au-delà, pour les rebelles donc, mais aussi en fait pour les racailles, et je développerai donc tout cela également en fin d'article. Mais commençons par la figurine, qui a peut-être pesé dans mes décisions d'achat car elle est à certains égards nouvelle, ou en tout cas sa peinture l'est. Sur toutes les photos de cette section, j'ai donc associé ce nouveau Z95, comme on dira désormais pour aller plus vite, en noir et orange, à ces avatars V1 Rakai en noir et blanc, proviennent de l'extension Enemy Public dans laquelle ils étaient associés au Y-Wing Rakai, et Rebelle en gris et bleu. La sculpture demeure la même, cela dit, et on voit bien en quoi le Z95 annonce le futur X-Wing T65 d'Incom, puis le T70. Le schéma de couleur du vaisseau rebelle le rapproche étrangement de son ultime avatar résistant d'ailleurs. Les vaisseaux Rakai se distinguent davantage, et entre eux aussi à vrai dire, car s'ils arborent tous les couleurs du soleil noir, le plus puissant syndicat du crime de l'univers Star Wars, le vaisseau V1 a quelque chose de très classique qui est pour ainsi dire très terne avec son schéma en noir et blanc, là où le vaisseau V2 en noir et orange a quelque chose de plus impressionnant, et pas si éloigné en fait du X-Wing T70 Black One de Poe Dameron, on y reviendrait là encore, à croire que c'est dans les vieux pots, etc. On relèvera aussi assez classiquement que si le vaisseau rebelle est relativement propre, les vaisseaux Rakai ont ce caractère un peu sale, souvent emblématique de la faction, avec des taches ou éventuellement une peinture un peu écaillée, comme c'est très sensible à la proue de la nouvelle figurine. Mais revenons au châssis. La différence majeure, bien sûr, par rapport au T65 et au T70, porte sur les ailerons, qui sont simples sur le Z95, là où les différents avatars du X-Wing ont des ailes en X. De manière générale, le Z95 a donc une forme très conventionnelle. C'est probablement le chasseur du jeu qui correspond le plus à l'image que l'on se fait instinctivement d'un vaisseau spatial de type chasseur sur la base des avions que nous connaissons. Bien sûr, le caractère coupé à l'arrière et les 4 réacteurs tels qu'ils sont disposés n'évoquent pour le coup guère nos avions à réaction, mais l'idée générale est là. La nouvelle figurine est plutôt réussie. Le Z95 Rebelle manque de personnalité, ça n'est a priori pas prêt de changer. Le Z95 Rakai V1 a toujours fait l'effet d'être plutôt moche. À ce compte-là, pour un même archétype de Seïd du Soleil Noir, la nouvelle figurine est assurément plus séduisante. Bien, passons au châssis maintenant, on reviendra sur les pilotes plus tard. Et notons d'ores et déjà une chose, à une exception près qui sera dûment soulignée, les caractéristiques du Z95 sont les mêmes pour les Rakai et Scélérats et pour les rebelles. On peut donc transposer sans souci l'essentiel de ce qui sera dit ici au Z95 de l'Alliance. Commençons par le cadran de manœuvre. Très sobre, il comprend en tout 16 manœuvres, ce qui n'est pas fou pour un chasseur. 5 sont bleues, 9 sont blanches et 2 seulement sont rouges, qui sont toutes les deux des manœuvres de retournement, ce qui est bien pour le coup. Ce côté manœuvre bleue, nous avons les tout droits à vitesse 1 à 3 et les virages sur l'aile 2, ce qui est honnête. Les manœuvres blanches sont plus variées, tout droit 4, relevant d'ores et déjà qu'il n'y a pas une seule manœuvre à vitesse 5, virage sur l'aile 1 et 3, et enfin virage serré à vitesse 2 et 3, ce qui est bien, l'absence de virage serré 1 n'est ni surprenante ni pénalisante outre mesure. Enfin, nos deux manœuvres rouges sont donc deux manœuvres de retournement, de manière très sobre, deux choréographes aux vitesses 3 et 4, ce qui est pas mal du tout.
Globalement, c'est un cadran honnête. Le Z95 n'est pas un chasseur très rapide, mais il est relativement maniable et ne craint à vue de nez pas excessivement le stress. Sous cet angle, plutôt bonne pioche donc. Mais les problèmes arrivent avec les statistiques. Le Z95 a le profil le plus simple du jeu, 2-2-2-2, soit 2 dés rouges en attaque, 2 dés verts en défense, 2 points de coque et 2 boucliers. Ce qui, disons-le, en a longtemps fait le vaisseau, ou en tout cas le chasseur le plus pourri du jeu. Le modèle de référence à cet égard a longtemps été le chasseur Tayalen de l'Empire Galactique, comme de juste. Ici, niveau stats, c'est kiff-kiff. Le Z95 est moins agile, mais un poil plus solide, le chasseur impérial n'ayant que 3 points de vie, dont aucun bouclier. Dit comme ça, le Z95 ne serait pas forcément tant à la ramasse que ça. Le problème survient vraiment quand on associe ces statistiques au coût. Le pilote de l'académie coûte tout de même 3 points de moins que le pirate binaire, aux synergies envisageables, allant de Howlrunner à l'amiral Sloane, aux capacités des pilotes, à la manœuvrabilité, etc. Et pour le coup, le taille de base était plus séduisant, et l'est toujours, je crois. Mais la vague 3 a introduit dans le jeu 2 autres petits vaisseaux taillés pour la nuée qui appellent également à la comparaison. Le chasseur Torrent V19 de la République est peut-être ici celui qui se rapproche le plus du Z95, car il sacrifie lui aussi l'agilité à la résilience, autant qu'il est possible pour un petit vaisseau de ce type. Il a en effet 5 PV, lui, mais sans un seul bouclier. En revanche, son cadran de manœuvre est plutôt pourri, et le Z95 a peut-être l'avantage ici. Je tends à croire qu'il est en fait aussi au niveau des pilotes, car ceux du V19 ne sont vraiment pas bandants, mais ça se discute, et ça n'est pas forcément crucial. Je dis joker pour les synergies. Pour les coups, à l'entrée de gamme, le V19 coûte 1 point de plus, mais ça n'est pas forcément très significatif. La comparaison qui change la donne, c'est celle qui oppose le Z95 au chasseur droïde de classe Vulture des séparatistes, qui est devenu, toute chose égale par ailleurs, ou disons en s'en tenant aux statistiques, le chasseur le plus pourri du jeu, 2-2-3-0. Sauf que c'est une illusion d'optique. Les coûts presque indécents, le drone de la Fédération du Commerce coûte 5 points de moins que le pirate binaire, et les calculs en réseau du chasseur droïde le rendent en fait beaucoup plus séduisant que le Z95. Et du coup, ce dernier se trouve toujours, et peut-être un peu plus qu'avant en définitive, dans une situation un peu ambiguë. Dans les autres factions, avec la possible exception à débattre du V19, la plupart des vaisseaux qui jouent dans sa catégorie font mieux ou moins cher, ou les deux à la fois. Pas facile. Passons à la barre d'action. Il y en a deux qui sont blanches, à savoir concentration et acquisition de cible, et une qui est rouge, soit le tonneau. Un petit chasseur de ce type aurait sans doute apprécié le tonneau blanc, mais cela reste raisonnable. Il n'a pas forcément beaucoup d'occasions de choper du stress et doit pouvoir l'éliminer sans trop de problèmes. L'absence d'accélération n'est ni surprenante ni vraiment problématique. L'évasion en revanche aurait sans doute été bienvenue. Bon, pas top quoi, mais pas trop handicapant non plus. Et on en arrive aux éléments soumis à variation saisonnière, à vrai dire déterminants, que sont les coûts et les emplacements d'amélioration. Commençons par ces derniers, chaque Z95 racaille dispose d'un emplacement de missile, d'un emplacement de modification et d'un emplacement d'illégal. Attention, c'est ici que réside la différence entre les avatars rebelles et racailles du châssis. Sans vraie surprise au fond, le vaisseau rebelle ne dispose pas de l'emplacement d'illégal, qui permet éventuellement aux Z95 racailles de faire des trucs débilos rigolos. Autrement, c'est un profil très classique mais qui se tient. Des missiles à bas coût notamment peuvent donner un peu plus de mordant à ces petits vaisseaux. Enfin, des 4 pilotes de cette extension, seul le générique d'entrée de gamme, soit le pirate binaire, est dépourvu de slot de talent. Oui, les 4 pilotes de cette extension. En effet, le Nash Tap-Up ne figure pas dans la présente boîte, et je reviendrai sur son cas plus tard. Évacuons-le aussi pour traiter des coûts, pour des raisons évidentes. Dans ce cas, les 4 pilotes racailles du Z95 s'échelonnent entre 24 points d'escadron pour le pirate binaire et 31 points d'escadron pour Endrusulac. Un fossé de 7 points relativement conséquent pour un petit chasseur doté de 4 pilotes seulement, mais qui se tient. Mais nous avons déjà vu que l'entrée de gamme, si elle est ce qu'on trouve de moins cher chez les scums, avec le guetteur de la ville de minière, un chasseur Tayalen modifié, et j'y reviendrai, ne supporte pas forcément très bien la comparaison avec les autres vaisseaux de son archétype dans les autres factions. Les valeurs d'initiative vont de 1 à 4, il n'y en a en fait pas à initiative 2, ce qui n'est en rien gênant pour les génériques, mais sans doute à prendre en compte pour les nommer, on ne fait vraiment pas dans l'as avec le Z95 racaille. J'évoquerai les coûts des pilotes rebelles plus loin, mais notons d'ores et déjà que leurs génériques sont un poil moins chers que pour les racailles, ce qui se justifie très bien par l'absence d'emplacement d'illégal, là où les pilotes nommés sont en fait un poil plus chers, essentiellement je suppose en raison de leur initiative supérieure. Bon, tout ceci n'est pas forcément très enthousiasmant, hein. Mais passons maintenant aux pilotes. Il y en a donc 4 seulement dans cette extension, en rappelant que les pilotes rebelles mais aussi le Nash Tap-Up n'y figurent pas, et je reviendrai sur leur cas plus loin. Reste que 4, surtout pour un vaisseau de ce type, c'est peu. Le paquet de renforts pilote hors pair prévu pour début 2020 en ajoutera un, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Bossk, le chasseur de primes trandosien ne pouvant pour l'heure piloter que le cargo léger YV666, et on y reviendra. Reste à savoir si sa capacité spéciale demeurera la même ou non.
Mais pour l'heure, nous avons donc 4 pilotes seulement à évoquer. 2 sont des génériques, qui sont le pirate binaire à initiative 1 et sans emplacement de talent, c'est le seul, pour 24 points d'escadron, et le soldat du soleil noir, qui passe quant à lui à initiative 3 avec slot de talent, mais qui coûte 3 points de plus, soit 27 points d'escadron. Ces deux génériques peuvent avoir leur intérêt dans une optique de nuée, même si je crains donc que la nuée racaille ne soit pas, toute chose égale par ailleurs, que je reviendrai sur certaines synergies en fin d'article vidéo, tout à fait à la hauteur de la nuée impériale ou surtout de la nuée séparatiste. Et cela tient pour partie à ses coûts. Une petite diminution serait peut-être appréciable. Surtout maintenant que Drea Rental est devenu bien plus cher, on y reviendra forcément. On peut comprendre que les gens de chez FFG se soient montrés frileux à cet égard, mais je tends à croire qu'à terme un petit rééquilibrage serait ici souhaitable. Après quoi nous avons 2 seulement pilotes nommés. Le premier a initiative 3 pour 29 points d'escadron, soit 2 de plus que le soldat du soleil noir, et Kato Liachos, et c'est donc sauf erreur le seul pilote de Z95 que j'ai jamais affronté. Il a une capacité spéciale très amusante et assurément très scum, il vole ses petits copains. En effet, au début de la phase d'engagement, Kato Liachos peut choisir un vaisseau allié à portée 0,2 et transférer un marqueur de concentration ou d'évasion de ce vaisseau sur lui-même. Bon, c'est amusant, mais c'est pas fou non plus. Je suppose qu'il pourrait y avoir moyen de rendre la chasse plus rentable en l'associant par exemple à un vaisseau embarquant un copilote perspicace, un Firespray par exemple. Mais les joueurs racailles ont peut-être d'autres synergies à suggérer, alors n'hésitez pas. J'aime bien, cela dit, c'est amusant et ça coûte toujours moins de 30 points d'escadron. Pourquoi pas. Et nous en arrivons déjà au pilote le plus capé de ce châssis, qui, avec une valeur d'initiative de 4 seulement, ce cadran de manœuvre honnête mais pas fou et une économie d'action sans plus, ne joue certes pas dans le territoire des As. Il s'agit de Ndrusulak qui coûte 31 points d'escadron, un prix décent, pour un filler qui pourrait avoir son intérêt en fait. Sa capacité spéciale est en effet plutôt séduisante, sur le papier du moins. Tant qu'il effectue une attaque principale, soulignons, dans sa version V1 il n'y avait pas de précision à cet égard et ça pouvait donc fonctionner également pour des attaques de missiles, mais ça n'est donc plus le cas. Tant qu'il effectue une attaque principale donc, alors si aucun autre vaisseau allié n'est à portée 0 à 2, Ndrusulak lance un dé d'attaque supplémentaire. C'est plutôt sympa, ça lui confère un caractère de loup solitaire plutôt intéressant pour, oui, une sorte de filler à bas coût. En notant qu'on peut aussi, si l'on y tient, gonfler ce coup en lui donnant, et bien le talent loup solitaire, qui n'est pas redondant mais renchérit sur cette capacité spéciale en lui offrant dans les mêmes conditions exactement une relance d'un dé rouge avec une mécanique de charge récurrente. Maintenant, on ne va pas se mentir, Ndrusulak est très fragile pour un vaisseau opérant de la sorte, loin de tout soutien quel qu'il soit. Il y a une part de prise de risque non négligeable ici, mais je suppose que ça peut se tenter. Oh et au passage, j'adore la peinture de ce vaisseau. Ouais, ça aurait été chouette d'avoir une figurine comme ça. Mine de rien, chacun de ces pilotes peut avoir son intérêt. Au fond, c'est le châssis et son économie de coût qui peuvent se montrer un chouïa problématique. Pas tant dans l'absolu en fait que relativement, encore une fois. L'extension comprend ensuite 5 cartes d'amélioration, rien d'inédit comme il se doit, rien de spécifique aux Z95 par ailleurs, et rien en fait de spécifiquement racaille non plus, à ceci près que nous avons tout de même une carte d'illégal qui est salve automatique, 2 points d'escadron. Cette carte un peu débile a pour conséquence que quand le vaisseau qui en est équipé est détruit, chaque autre vaisseau, y compris allié, à portée 0 à 1, subit un dégât. Bon, c'est amusant, mais pour 2 points, je ne m'y risquerai pas à vue de nez, et certainement pas dans une optique de nuée, c'est un coup à flinguer tous vos ailiers. Sur un filler, ouais, notamment un Ndrusulak qui, par essence, doit jouer loin de vos autres vaisseaux, admettons. Mais 2 points d'escadron pour ça ne me branche pas des masses. À 1 point ou 0, je me poserai peut-être la question, mais... Cela dit, n'étant que très occasionnellement un joueur racaille, je n'ai pas forcément eu beaucoup d'expérience avec le slot d'illégal. Qu'est-ce que pourrait être intéressant sur un Z95 ? Je zappe un peu par réflexe les améliorations les plus chères, qui me paraissent malvenues sur un châssis aussi fragile. Cybernétique de contrebande, peut-être, pour 3 points d'escadron. Dispositif de retour, peut-être aussi, pour 1 point de plus, tout spécialement sur une Ndrusulak opérant dans son coin. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, joueur racaille ? Après quoi, nous avons 2 types de missiles, on ne peut plus classiques. Aussi ne vais-je pas m'étendre à leurs propos, il y en a au moins un des deux dans chacun de mes articles vidéo, j'ai l'impression. Les premiers sont des missiles à concussion, 6 points d'escadron, et les seconds des missiles groupés, 5 points d'escadron. Équiper des Z95 de missiles n'est pas déconnant pour leur donner un peu plus de mordant. Cela dit, ils peuvent faire grimper les coups assez vite, ce qui n'est pas forcément très souhaitable dans une optique de nuée, faut voir. Puis nous avons la modification munitions à sûreté intégrée, 1 point d'escadron, qui est en fait liée aux missiles et aux torpilles, mais elles sont hors sujet ici. Tant qu'on effectue une attaque de missile ou de torpille, donc après avoir lancé les dés d'attaque, on peut annuler tous les résultats pour récupérer une charge dépensée comme coût pour cette attaque. C'est une assurance, quoi, à employer pour conserver les charges de ces missiles quand, de toute évidence, l'attaque est vouée à rater.
Cette carte pouvait faire sens en V1, mais son intérêt me paraît beaucoup plus limité en V2, justement parce qu'il y a maintenant cette mécanique des charges. En fait, je trouve cette amélioration un peu obsolète désormais. Et enfin, nous avons le talent tireur hors pair, un point d'escadron. La carte est dotée d'une unique charge et permet, tant que l'on effectue une attaque principale, là encore, soulignons, si le défenseur est dans le bullseye, avant l'étape neutraliser le résultat, de dépenser cette charge unique pour annuler un résultat évasion. Ça, pour le coup, c'est une amélioration idéale pour une nuée, assez récurrente à vrai dire dans la nuée impériale, mais pertinente également dans une nuée racaille. Bien sûr, c'est un talent, et cela implique donc au moins des soldats du soleil noir, mais c'est une amélioration à bas coût qui vaut bien d'être prise en compte. Et voici pour le contenu de cette extension précisément, mais il y a encore des choses à dire sur le Z95 qui ne relèvent pas de cette extension. Aussi vais-je en toucher quelques mots dans la section suivante. Certains de ces développements supplémentaires concernent toujours la faction des racailles et scélérats, alors autant commencer par là. Et ça implique de parler du Nashta-Pup, qui est un vaisseau unique en son genre, dans la V2 de X-Wing. Techniquement, c'est un Z95, il en a le cadran de manœuvre, les statistiques, les améliorations, emplacement de talent non inclus, et bien sûr la figurine. Mais ça n'est pas un pilote à proprement parler, c'est un vaisseau de secours pour le cargo léger YV666, dès l'instant qu'il est équipé du titre spécifique Houndstooth, un point d'escadron. Ce titre lui permet de commencer la partie avec un Z95 arrimé. Notez bien, un chasseur de tête Z95 à F4. Ça n'est donc pas nécessairement le Nashta-Pup. Si votre YV666 veut avoir en guise de Z95 arrimé Andresulak ou Kaato Leachos, il le peut parfaitement. Est-ce vraiment un atout? Je n'en suis pas totalement persuadé, mais si vous vous sentez de me convaincre du contraire, je vous en prie. Dès lors, la spécificité du Nashta-Pup est ailleurs. Il s'agit d'un vaisseau de secours, comme sa règle spéciale le mentionne, en suivant la norme des capacités génériques des vaisseaux dont le Z95 est dépourvu par ailleurs. À la différence des autres Z95, le Nashta-Pup doit commencer la partie arrimée au Houndstooth, et il ne peut s'en désarrimer que d'une seule manière, soit le déploiement d'urgence, autrement dit quand le YV666 est détruit. C'est ce qui explique le coût parfaitement dérisoire du Nashta-Pup, 6 points d'escadron seulement, soit 6 de moins que le vaisseau suivant le moins cher qui est, également chez les racailles, le drone automatique, avatar là encore très spécial du vaisseau de secours éventuellement associé au cargo léger YT-1300 personnalisé, soit le Faucon Millennium de Lando. Ne pas confondre au passage ce vaisseau de secours avec la capacité nommée du Nashta-Pup qui est également vaisseau de secours. Du coup, le vrai pilote le moins cher au-delà est bien le drone de la Fédération du Commerce à 19 points d'escadron. Mais voilà, le Nashta-Pup n'a aucune garantie de se montrer utile. En fait, il ne se montrera éventuellement utile qu'à la condition que votre YV666 ait été détruit, puisqu'il ne peut être largué que dans le cadre d'un déploiement d'urgence. Ce qui, à vue de nez, est une drôle de manière d'envisager les choses. Mais la spécificité du Nashta-Pup va au-delà, le vaisseau n'a pas de valeur d'initiative, ayant à la place un gros carré unique en son genre, et sa capacité spéciale précise en fait que le Z95 a le nom, l'initiative, la capacité de pilote et les charges du vaisseau allié Houndstooth qui a été détruit. Dès lors, si le Houndstooth était un esclavagiste trandosien, nous avons un Nashta-Pup à initiative 2 et il n'y a rien de plus à en dire. Si le Houndstooth était piloté par la Trazi, alors le Nashta-Pup a une valeur d'initiative de 3 et une capacité spéciale saugrenue pour ce châssis, car au début de la phase d'engagement, il peut choisir un vaisseau à portée 1 et dépenser un marqueur de verrouillage qu'il a sur ce vaisseau pour lui faire gagner un marqueur de rayon tracteur. Ça n'en fait pas un non-texte de seconde zone, mais c'est amusant. Si le Houndstooth était piloté par Bossk, alors le Nashta-Pup a une valeur d'initiative de 4 et une capacité spéciale relativement puissante, même si probablement moins que sur le YV666. Tant qu'il effectue une attaque principale, soulignons toujours, après l'étape neutraliser les résultats, il peut dépenser un résultat critique pour obtenir à la place 2 résultats dégâts, ce qui est pas mal du tout. On l'a noté plus haut, avec le paquet de renfort pilote hors pair, Bossk deviendra un pilote de Z95 à part entière. Aura-t-il cette capacité spéciale précisément? On ne peut pas en jurer, mais le cas échéant, ça pourrait en faire un choix très sympathique. Reste enfin la possibilité que le Houndstooth détruit ait été piloté par Moralo Eval. Dans ce cas, le Nashta-Pup aura une valeur d'initiative de 4 également, et c'est dans son cas que la mention de la carte du Z95 concernant les charges s'applique. En effet, Moralo Eval dispose de 2 charges qui lui permettent de mettre en œuvre sa capacité spéciale plutôt amusante à défaut d'être toujours très efficace. Il peut fuir au sens de quitter le tapis de jeu en dépensant une charge. Il part alors en réserve et revient au début de la phase de préparation suivante à portée 1 du bord de la zone de jeu par lequel il est parti, mais n'importe où sur ce bord. Le Nashta-Pup hérite donc de cette capacité spéciale et des charges qui vont avec. S'il en reste au moins une, il pourra se barrer et revenir ailleurs. C'est amusant, mais probablement moins efficace encore qu'avec un Z95 qu'avec un YV666, mais faut voir. Enfin, le Nashta-Pup est tout de même un peu problématique, en même temps qu'il est unique en son genre.
On peut pas vraiment tabler sur ce genre d'effet en composant sa liste, car ils ne se produiront qu'à la condition que le YV666 soit détruit, et à vue de nez, on préférera toujours qu'il reste en vie. Maintenant, c'est un petit plus amusant. Pour 7 points, 6 pour le Dash Tap Up, 1 pour Anstus, cela vaut-il le coup? Peut-être. Hors environnement compétitif. Joker en ce qui me concerne, mais je n'y crois pas plus que ça. Voilà pour le Z95 Rakai, mais il nous faut maintenant envisager le Z95 Rebelle. Le châssis est globalement le même, à l'exception du slot d'illégal qui disparaît. Cela explique que les coûts des génériques rebelles soient légèrement inférieurs à ceux de leurs équivalents Rakai, ce qui, toute chose égale par ailleurs, est tout bénef pour une nuée. Les pilotes nommés en revanche sont un petit peu plus chers, essentiellement en raison de leur initiative supérieure. Envisageons-les rapidement. Nous avons tout d'abord là encore 2 génériques qui sont le pilote de l'escadron Bandit, initiative 1 et pas d'emplacement de talent, c'est le seul dans ce cas, pour 23 points d'escadron. Et le pilote de l'escadron Tala qui passe à initiative 2 avec un emplacement de talent pour 25 points d'escadron. Ce qui a été dit plus haut à propos de la nuée de Z95 Rakai vaut également ici, avec ses coûts un peu inférieurs qui sont à ce stade probablement davantage un atout que le slot d'illégal pas forcément évident à rentabiliser à ce niveau de jeu. Puis nous avons 2 pilotes nommés. Avec le lieutenant Blount, nous passons direct à une valeur d'initiative de 4 pour 30 points d'escadron, à mi-chemin de Kato Leachos et Androsulak donc. Mais sa capacité spéciale est d'une certaine manière l'antithèse de celle de Androsulak. En effet, quand le lieutenant Blount effectue une attaque principale, toujours, il peut lancer un dé d'attaque supplémentaire si au moins un autre vaisseau allié est à portée 0 à 1 du défenseur. C'est intéressant et favorise l'optique de nuée. On regrettera d'autant plus que les Rakai n'aient pas vraiment de pilote de Z95 sur ce terrain-là. Et enfin, nous avons Iron Kraken à initiative 5, là encore un territoire inconnu des Z95 Rakai, pour 36 points d'escadron, ce qui est beaucoup, 6 points de plus que le précédent et je ne suis vraiment pas certain qu'il les vaille. Après avoir effectué une attaque, Iron peut choisir un vaisseau allié à portée 1, lequel peut alors effectuer une action en la considérant comme rouge. Là encore, on imagine plutôt ça dans du vol en formation, même si ça n'implique pas forcément une grosse nuée. Les pilotes rebelles ont décidément plus de synergie que les pilotes Rakai, ce qui n'est certes pas si étonnant au regard des archétypes de faction. Les rebelles sont essentiellement altruistes, là où les Rakai pratiquent essentiellement le tout pour ma pomme, de manière particulièrement criante avec Kaato Leachos. Ok, admettons. Mais la question demeure, y a-t-il une vraie place pour le Petio dans X-Wing V2 ? Ici, je vais revenir à la seule faction des Rakai et Scélera, qui est après tout celle concernée par cette extension précisément. Mais je viens à l'instant de souligner le relatif manque de synergie des pilotes de Z95 nommés de la faction. Ça n'est pas forcément, ou en tout cas pas unilatéralement, un handicap. Un Z95 en forme de filler est tout à fait concevable chez les Rakai, peut-être un peu moins chez les rebelles. La question porte en fait sur l'archétype de la nuée de Z95 chez les Rakai, probablement donc sur une base de générique, les pirates binaires ayant ma préférence comme d'hab, mais les soldats du Soleil Noir peuvent aussi se mettre en avant pour leur emplacement de talent. Si les synergies manquent chez les Z95 à proprement parler, peut-on concevoir d'autres avec d'autres vaisseaux accompagnant la nuée ? Probablement en fait, et ici nous devons parler de 2 pilotes en particulier. La première est Kat Scarlett, pilote de couilleur de classe Firespray, 72 points d'escadron. Elle est après tout capitaine des pirates binaires, et ça se sent dans ses capacités spéciales, qui évoquent un peu paradoxalement celle d'Iron Kraken, encore qu'avec un twist Rakai. En effet, quand elle effectue une attaque principale, si au moins un vaisseau allié non limité, ça aussi c'est à souligner, est à portée 0 du défenseur, alors elle lance un dé d'attaque supplémentaire. Cela devrait assez bien fonctionner avec une unité de Z95, si d'autres archétypes sont bien sûr envisageables, et c'est partie intégrante du problème. Vous balancez un bloqueur à initiative 1 dans la tronche de votre adversaire, et 4 en profite. Ok, pourquoi pas. Mais l'autre pilote à envisager est beaucoup plus redoutable. Où l'était encore il y a peu ? C'est qu'il s'agit de Drea Rental, une autre dame pirate, pilote de Y-Wing BTLA4, qui s'est pris une vilaine augmentation de coût dans les dents en juillet. Elle a grimpé de 7 points, passant du coup à 49. Ce qui est pour le moins dissuasif. Elle est maintenant de très loin la pilote de Y-Wing Rakai la plus chère, mettant 6 points dans les dents à Kavil, qui n'est pourtant pas exactement une tanche. Une telle augmentation est généralement révélatrice d'un problème, d'un déséquilibre, dans la force ou pas, mais si on n'est pas ici tout à fait au niveau des désormais injouables lieutenants Dormitz et données de pistage hyperspatial du premier ordre, les premiers à avoir suscité un ajustement d'urgence, reste que l'archétype de nuée Rakai que favorise Drea Rental est probablement devenu plus difficile à défendre. Cela se comprend au regard de ses capacités spéciales. Tant qu'un vaisseau allié non limité, là encore, effectue une attaque, si le défenseur est dans l'arc de tir de Drea Rental, qui aura probablement une tourelle, alors l'attaquant peut relancer un dé d'attaque. Il s'agit donc de renforcer les autres vaisseaux cette fois. En fait, Drea Rental se comporte un peu ici en super Howlrunner. Super car avec une bulle probablement plus étendue, et sur un vaisseau beaucoup plus solide à vue de nez qu'un chasseur taille Allen, même sans hidden version en guise de garde du corps. Du moins n'est-il pas susceptible de faire plop en un seul coup. Or, Drea Rental ne coûtait à l'origine que 2 points de plus que Howlrunner, et ça n'était probablement pas assez au regard de sa constance. Mais maintenant, 9 points de plus, n'est-ce pas too much ?
Je tends à le penser, et à le regretter car une nuée racaille viable serait un atout non seulement pour la faction mais aussi pour le jeu. Peut-être pourrait-on procéder à nouveau à un rééquilibrage, baisser un chouïa de rental, ou la garder à ce niveau mais baisser un chouïa les petits vaisseaux racailles à même de constituer ensemble une nuée. Ce qui toutefois n'inclut pas que les Z95, et c'est là-dessus que je souhaite finir cette chronique. En effet, une part à mes yeux essentielle du problème posé par le Z95 racaille est qu'il se trouve dans son environnement de faction d'autres vaisseaux qui peuvent jouer le même rôle, mais éventuellement de manière plus efficace. Depuis la vague 2 de la V2, il y a un nouveau vaisseau à mentionner qui me fait l'effet d'être le concurrent direct du Z95 au sein de la faction, et c'est le chasseur TALN modifié ou taille de la guilde minière. On est dans la même échelle de coût, le guetteur de la guilde minière, soit l'entrée de gamme, coûtant 24 points d'escadron, comme le pirate binaire. Certes, niveau amélioration, le Z95 l'emporte, mais les cadrans se valent, et l'économie d'action du taille est probablement meilleure, outre qu'il bénéficie de la capacité générique stabilisateur cranté, qui peut se montrer très intéressante. À niveau égal, les améliorations devenant vite hors sujet avec du générique à spammer autant que faire se peut, je tends à croire que le taille aura toujours ma préférence. Mais là, c'est peut-être le joueur impérial qui parle. On peut cela dit envisager une nuée composite, ça ne facilite pas le vol en formation, c'est sûr, mais avec une Drea Rental disposant d'une bulle plus large que celle de Allrunner, je suppose que cela demeurerait une possibilité si elle ne coûtait pas si cher. Le Z95 et le taille minier sont les deux châssis les moins chers au sein de la faction, mais si l'on est prêt à débourser juste un chouïa de plus, je suppose qu'un autre vaisseau au moins est à envisager dans cette optique, l'intercepteur M3A. L'entrée de gamme, soit l'astropilote du cartel, se situe à 28 points d'escadron, soit 4 points de plus qu'un pirate binaire ou un guetteur de la guilde minière, certes, mais 1 point de plus seulement par rapport à un soldat du soleil noir. Je suppose qu'on reste donc dans le territoire envisageable pour une nuée, et on a pour le coup un vaisseau au profil d'intercepteur, pouvant rappeler l'intercepteur Taïen ou peut-être surtout le A-Wing RZ-1, meilleur cadran et surtout meilleure économie d'action. Ceci étant, je parle de ce vaisseau d'une manière très théorique. Celui-ci, non seulement je ne l'ai jamais joué, mais encore je ne l'ai jamais affronté. Qu'en pensez-vous, ceux qui sachent ? Quoi qu'il en soit, le Z95 me paraît donc dans une situation un peu difficile, chez les racailles en tout cas. Le problème relatif qu'il posait initialement au sens de la comparaison avec les autres factions a probablement été accentué de la sorte avec les nouvelles factions de la vague 3 et au premier chef la nuée séparatiste, mais aussi j'ai l'impression au sein même de la faction avec l'arrivée du taille de la guilde minière. Que peut-on faire dès lors avec le Z95 racaille ? Une nuée racaille est-elle seulement pertinente, maintenant que Drea Rental est devenue si onéreuse ? Un fileur nommé est-il un choix viable ? Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions de jouer en guerre à la faction, mais je serais ravi de lire ce que vous avez à dire à ce propos ou au-delà. Merci d'avance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, votre soutien est tout à fait le bienvenu. Que cela passe par des abonnements, des commentaires, des pouces vers le haut, des partages, tout cela serait bien évidemment très appréciable. Alors le cas échéant, merci d'avance et à la prochaine fois.